Comme la loi sur l'état d'urgence nous impose plus ou moins, et nous on a préféré le faire comme ça, le huis clos. Vous voyez bien, il n'y a pas donc du coup de public ce soir, mais donc comme vous avez dû être informé par mail, nous sommes donc en retransmission directe sur YouTube. Voilà, donc je vous propose qu'on prenne notre ordre du jour. On va juste démarrer par le point directement que va présenter Fabrice Roussel. Merci d'être venu, Fabrice. Donc Fabrice, maire de La Chapelle-sur-Erdre et premier vice-président en charge à la métropole. Avant de démarrer, j'ai des pouvoirs, donc 2 pouvoirs. Pierre-Marie Hibon qui donne pouvoir à Valérie Tomaso. Madame Sylvie Baradas qui donne pouvoir à Madame Sylvie Moreau. Et la secrétaire de séance, c'est Nathalie Charrier-Lucas ce soir. Merci Nathalie. Et donc, on passera sur les décisions du maire après avoir libéré Fabrice sur la première partie, puisqu'il est là pour nous parler du rapport annuel de Nantes Métropole. Je te laisse donc la parole, Fabrice. Merci à toi. Oui, Madame la maire, chère Christelle, mesdames et messieurs, écoutez, ravi d'être avec vous, présent à votre conseil municipal pour vous présenter le rapport annuel 2019 de Nantes Métropole. J'avais déjà eu l'occasion de venir, du temps où Christian était maire. Alors, je l'ai croisé parce qu'il croyait que c'était ouvert au public, mais je sais qu'il va nous regarder via la vidéo. Donc, quelques mots pour vous dire que ce rapport est le rapport annuel de 2019. Donc, nous sommes au mois de novembre 2020. Donc, je vais, je pense, plutôt m'attacher à présenter les grandes compétences de Nantes Métropole. En plus, nous sommes en début de mandat et aussi en faisant le lien avec des actualités sur l'année 2020. Je pense que c'est aussi ce qui peut intéresser les uns et les autres. Hein. Une explication, pourquoi on a ce rapport annuel 2019 à ce moment de l'année. C'est parce que le rapport est notamment constitué du compte administratif. Et le compte administratif, vous le savez, est établi autour du mois de mai, du mois de juin. Donc le temps ensuite que le rapport soit établi, nous nous retrouvons à ce moment de l'année. Donc la présentation va être la suivante. Tout d'abord, j'évoquerai les sujets liés à la métropole innovante, créative, attractive et rayonnante, la métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité, et puis également la métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. Il y aura ensuite des éléments financiers qui seront présentés, et puis après, une vue de l'action du pôle de proximité sur votre commune. Donc, tout simplement vous dire que nous travaillons depuis de nombreuses années à faire ensemble, finalement à défendre un fait métropolitain. Je rappelle que la métropole, c'est un rassemblement des 24 communes pour aller plus loin sur des services publics, des compétences à mettre en œuvre auprès des habitantes et des habitants de notre territoire. C'est pour ça que au cours du précédent mandat, nous avions élaboré notamment un pacte métropolitain qui fixait des enjeux de solidarité financière, qui avait également transféré certaines compétences ou certains équipements à Nantes Métropole de la part des communes, et puis également la mise en œuvre de schémas de coopération et de mutualisation pour faire en sorte que, suivant certains besoins, nous puissions travailler ensemble, soit au niveau des 24 communes, soit quelques communes ensemble. Vous dire aussi que la métropole, elle travaille avec les territoires qui sont à proximité d'elle, avec des coopérations métropolitaines. Je rappelle que nous sommes dans le pôle métropolitain de Nantes-Saint-Nazaire, toutes les intercommunalités au nord de la Loire entre ces deux villes, ces deux intercommunalités. Et puis également un travail avec Rennes, Angers, Saint-Nazaire, et puis Brest, sur essentiellement des sujets d'économie, de mobilité, d'enseignement supérieur et de recherche. Voilà, donc un travail collectif des 24 communes, un travail également avec d'autres territoires. Et au niveau de l'actualité, vous le savez peut-être, nous sommes enrichis également ces derniers mois d'un contrat de réciprocité
avec le Pays de Retz. Et puis là, à l'aune du nouveau mandat, il va y avoir un travail renforcé avec les 21 intercommunalités de Loire-Atlantique. L'action de la métropole a été aussi fortement marquée ces dernières années par le dialogue citoyen. Donc, j'avais cette responsabilité au précédent mandat. Maintenant, c'est toi, Christelle, qui l'a. Et là aussi, l'actualité démarre fort, puisque, vous le savez, suite, et nous sommes encore dans cette crise, et bien suite à cette situation sanitaire que nous connaissons, qui a des conséquences économiques et sociales. Nous avons à la fois fait une grande enquête auprès de 2300 personnes de l'agglomération nantaise et même au-delà, et nous avons donc installé une convention citoyenne, donc 80 citoyens qui vont travailler pour faire des propositions sur l'évolution de nos politiques publiques durant les prochains mois. Et puis la transition écologique, puisque vous le savez, nous avons élaboré au précédent mandat une feuille de route sur la transition écologique avec une trentaine d'engagements et engagements évidemment qui vont continuer de se déployer sous ce mandat. La métropole est également ouverte à l'international, avec des relations parfois privilégiées avec Québec, mais c'est aussi le cas avec le Japon. Également, nous sommes dans différents réseaux européens, notamment le réseau Eurocities, qui rassemble de nombreuses agglomérations et métropoles de l'Europe, donc avec tout un travail de coopération, mais aussi notre capacité à peser auprès de l'Europe pour porter nos sujets métropolitains, et puis aussi la coopération internationale par rapport à la mise en place de différents partenariats, notamment en Afrique et Haïti. La métropole est aussi marquée par sa volonté de faire en sorte que nous soyons un territoire agréable à vivre, ouvert aux autres. Et vous le savez, ça passe depuis un certain nombre d'années par une politique touristique ambitieuse. Alors, en train évidemment de se poser par rapport à la situation que nous connaissons, puisque le secteur du tourisme est particulièrement touché, mais c'est pour nous toujours une ambition importante. Également, je le disais, au cours du précédent mandat, nous avons transféré certains équipements culturels, donc soit de la ville de Nantes, soit de la ville de Rezé. C'est le musée d'art, c'est le chronographe, c'est le muséum, c'est l'opéra, ce qui évidemment nous permet de mener là aussi une politique culturelle forte, mais ce qui a aussi permis concrètement, par exemple, aux élèves de nos 24 communes d'avoir accès gratuitement au Château des Ducs de Bretagne, puisque dans la liste, il y avait aussi le Château des Ducs de Bretagne, mais par exemple aussi au musée d'art. Nous avions également pris la compétence sport de haut niveau. Ça, c'était aussi le fruit du pacte métropolitain. Et donc là aussi, nous allons continuer. Je le disais aussi, nos métropoles mènent des actions au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, en complément évidemment de l'action de l'État, de l'action aussi de la région, avec évidemment un lien très fort avec l'université, mais également le pôle santé. Nous soutenons également l'accueil de chercheurs internationaux. Voilà donc une politique qui s'est là aussi développée au cours de ces dernières années. Innovation aussi, nous avons été lauréats donc pour l'année 2020 donc de capitale européenne de l'innovation. Nous avions un événement là aussi que nous avons fait en distance au mois d'octobre. Et si on a été capitale européenne de l'innovation, on l'a été évidemment sur l'innovation au niveau de l'économie, mais aussi et surtout parce qu'on avait beaucoup innové au niveau du dialogue citoyen et notamment aussi sur certains éléments d'action sociale. Et puis, à travers ce qui est présenté, différents soutiens, évidemment, là aussi, à des structures importantes pour l'innovation. Je le dis, c'est dans le contexte actuel. Et moi, j'étais il y a quelques instants avec les acteurs économiques du territoire. C'est important de continuer d'innover. Je crois qu'on est là, on est dans un moment où il faut évidemment répondre à la crise, mais il faut aussi porter
des politiques d'innovation pour faire en sorte que le territoire résiste mieux à la situation que nous vivons, mais aussi puisse rebondir. Également, vous dire qu'il y a forcément une continuité de la transformation de la ville, avec évidemment aussi des lieux qui bougent. Donc l'île de Nantes, vous le savez, vous connaissez, j'imagine, ce projet urbain d'envergure. Également des ambitions pour tout le secteur de la Petite Hollande, des bords de Loire, et puis de grands projets d'équipements structurants. Donc aujourd'hui avait lieu l'inauguration, là aussi en distance, de la nouvelle gare de Nantes, avec tous les nouveaux espaces qui vont être disponibles dès demain, puisque demain nous serons le 20 novembre, et puis des réalisations là aussi que vous avez connues, je pense notamment aux mines, bien entendu, mais aussi à la réalisation de parking relais sur Vertou et Neustry. Sur les sujets du bien vivre ensemble et de la solidarité, donc là aussi, en ce moment, nous sommes particulièrement mobilisés sur les questions d'emploi et d'insertion, là, donc, avec des échanges avec toutes les structures, avec la volonté de maintenir un niveau d'investissement au niveau de Nantes Métropole et faire en sorte qu'on puisse toujours travailler sur l'insertion des jeunes, sur l'insertion de personnes qui sont parfois plus éloignées de l'emploi. Et ce sont à la fois des échanges directs avec les entreprises, je pense notamment à la plateforme RSE de la métropole nantaise, mais aussi la mobilisation de différentes structures que sont l'école de la deuxième chance, la maison de l'emploi. Donc c'est aussi la mobilisation de nos outils. Et puis la volonté de développer une économie sociale et solidaire avec la mise en œuvre de la feuille de route sur cette économie sociale et solidaire que nous avions adoptée au cours du précédent mandat. La question du logement est évidemment une compétence forte de Nantes Métropole, avec l'élaboration d'un programme local de l'habitat qui court pour les 6 prochaines années. Je rappelle qu'on a l'objectif de produire 6 000 logements, dont 2 000 logements locatifs sociaux. Donc on le voit, l'année 2020 était forcément très compliquée. Et donc on est mobilisé aussi pour qu'il puisse y avoir une bonne reprise de ce point de vue-là. Et également un accompagnement social qui est lié au logement, et notamment avec le Fonds de solidarité logement, puisque maintenant, depuis 3 ans, nous avons cette compétence transférée du département. Au niveau de la cohésion sociale, vous dire que, évidemment, la métropole a la responsabilité de l'accueil des gens du voyage, avec à la fois la création d'aires pour toute l'année, mais aussi d'aires de grands passages, l'action en faveur des personnes en situation de handicap. Nous avons une commission qui réunit à la fois les 24 communes, mais aussi toutes les associations, toutes les structures qui travaillent sur ce sujet-là. Également un plan d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça concerne évidemment l'action au sein de nos services, mais ça concerne tous les sujets, là aussi avec de nombreuses structures qui sont mobilisées tout au long de l'année. Et puis, depuis maintenant 3-4 ans, une démarche de solidarité pour le sujet des migrants d'Europe de l'Est, avec la volonté de travailler à la résorption de campements illicites, là aussi en lien avec les services de l'État. La métropole a également agi sur la politique de la ville. Elle a cette compétence, là aussi partagée avec l'État, et nous continuons de travailler à la définition de projets de renouvellement urbain. Vous le savez sans doute, il y a eu des travaux conséquents au cours du précédent mandat pour élaborer le plan local d'urbanisme métropolitain, puisqu'on a quasiment passé tout le mandat précédent. Donc voilà, donc ce plume est aujourd'hui à l'œuvre. On termine une modification, en tout cas pour les communes qui le souhaitent, mais ce plume est désormais adopté et applicable. Sur les sujets de transition
énergétique. Vous dire qu'on est doté d'un plan climat, énergie et transition énergétique, c'est notamment concrètement le développement de réseaux de chaleur depuis de nombreuses années, une accélération aussi pour le sujet des énergies renouvelables. On l'a vu notamment avec le nouveau mine. C'est également le plan de déplacement urbain, là aussi, qui avait été travaillé au cours du précédent mandat, et avec là aussi l'attribution d'une nouvelle délégation de services publics pour l'exploitation des transports collectifs, et aussi la poursuite des études pour le développement de nouvelles lignes de tramway, notamment pour desservir le futur CHU. Et nous sommes actuellement en cours de concertation sur ce projet-là. Un plan vélo donc, qui s'achève en 2020, donc, qui va être travaillé avec la volonté de lui donner plus de moyens sur ce mandat-là. Et puis également la volonté de poursuivre les dispositifs d'écomobilité dans les écoles, puisqu'on avait commencé ce travail-là, mais là aussi l'enjeu c'est de l'amplifier, et puis également de travailler aussi sur le déplacement des aides à la pratique du vélo. Vous dire aussi, et j'imagine que ça continuera de se déployer, que depuis maintenant le précédent mandat, il y a tout un travail sur la ville apaisée. Donc ça, c'est un travail, c'est à la fois une volonté métropolitaine, mais c'est un travail qui a été mené commune par commune. Là aussi, en regardant les accords, les volontés des communes pour avancer dans ce sens-là. Et puis sur la question évidemment aussi de l'offre de stationnement, je l'ai dit, il y a eu des efforts qui ont été faits sur des parcs relais, notamment soit en centre-ville, soit aux abords de l'agglomération nantaise. Nous avons également la responsabilité de la politique des déchets, donc là aussi avec un plan d'action qui se termine. Donc nous entamons un nouveau travail sur un nouveau plan d'action, et ce plan d'action avait été marqué par la poursuite de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. La gestion du cycle de l'eau, avec la poursuite de l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau, puisque on avait travaillé en cours de mandat là aussi pour mettre cette expérimentation en place. Alors cette expérimentation qui était nationale, enfin les métropoles, les intercos pouvaient y adhérer, devait normalement trouver sa finalité dans une loi. Bon, aujourd'hui l'État a décidé de poursuivre simplement l'expérimentation et de ne pas inscrire ça encore dans la loi. Également, vous dire des travaux conséquents sur la modernisation de l'usine de l'eau de La Roche, mais aussi des moyens conséquents sur des bassins de stockage et de restitution des eaux usées. Sur l'environnement, là aussi, c'est une action de Nantes Métropole, notamment sur la question de la préservation de la biodiversité sur le territoire. Nous avons des projets de forêt urbaine également. Il y a une action forte pour soutenir et développer l'agriculture. Nous avons d'ailleurs au dernier Conseil métropolitain délibéré sur de nouvelles aides. Et c'est peut-être un peu moins connu, mais la métropole a aussi la compétence de la prévention des risques et des pollutions. Et là aussi avec un dispositif qui a été notamment élargi au niveau du pôle métropolitain entre Nantes et Saint-Nazaire. Quelques mots alors sur l'intercommunalité au service des habitants. Je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Et puis vous dire que par rapport à ce fonctionnement qui est présenté dans ce tableau, il y a tout un travail qui est actuellement mené au niveau de nos métropoles sur à la fois la mise en œuvre d'un pacte de gouvernance. C'est comment nous fonctionnons au niveau des 24 communes, comment aussi nous travaillons forcément avec les élus métropolitains, mais aussi avec les élus municipaux, et comment nous travaillons avec les citoyens, même si ça trouvera aussi sa concrétisation dans le pacte de citoyenneté. Donc nous sommes en train de revoir
ce fonctionnement avec l'adoption de ces pactes au mois d'avril prochain, au mois d'avril 2021. Sur le budget, vous voyez que le budget de Nantes Métropole est particulièrement conséquent puisque nous sommes sur un budget d'1,2 milliard d'euros avec finalement un gros trois quarts qui est constitué des dépenses de fonctionnement et puis un bon quart qui est constitué des dépenses d'investissement. Hein, vous avez ce chiffre de 384 millions d'euros qui est un chiffre important, hein, mais je pense qu'il n'est pas impossible. Enfin, avec la crise, ça sera peut-être compliqué, mais normalement, en 2020, on aurait même dû faire un petit peu plus. Hein, donc, on est quand même dans des... Par rapport au budget annuel, on est quand même dans des bonnes années de réalisation d'investissement. Vous dire que, évidemment, nous avons une épargne nette hein, qui, aujourd'hui, est conséquente, qui risque de se dégrader au cours de cette année, vu la situation que nous avons vue, hein, puisque vous le savez, la dynamique des recettes de Nantes Métropole est fortement liée à l'activité économique, hein, que ce soit le versement transport, que ce soit les différentes cotisations des entreprises, et il y aura forcément un impact sur l'année 2020 qui risque de dégrader cette épargne, mais épargne qui était intéressante puisqu'elle permettait quand même de financer de nombreux investissements. Je vais plutôt passer donc la diapo suivante, hein, tout simplement pour vous dire à travers cette diapo que nous avons à la fois un budget principal, mais nous avons aussi des budgets annexes, hein, qui financent certaines politiques. Ça, c'est le cadre légal qui nous l'impose pour une clarté des financements publics des politiques que nous menons. Donc, je vais plutôt passer à ce tableau hein, pour vous dire un peu les différentes masses hein, que nous consacrons aux différentes politiques publiques. Hein, donc, vous verrez qu'en premier, ce sont les déplacements, à la fois en fonctionnement, hein, puisque nous finançons via la délégation de services publics une grande partie de l'activité de la CEVITAN, hein, qui forcément a des recettes tarifaires, mais qui est aussi accompagnée par la métropole, et puis aussi des investissements conséquents en termes de développement de l'offre de transport public, avec la réalisation d'infrastructures, ou encore de déplacement, de soutien au développement du déplacement doux. Ensuite, vous retrouvez des politiques comme le développement urbain des territoires, l'habitat, hein, également les espaces publics. Hein, et dans ce budget, il y a la mise en œuvre des projets qui ont lieu sur les 24 communes, hein, puisque le budget espace public a la particularité d'avoir des enveloppes au niveau global, mais aussi d'avoir des enveloppes territorialisées, hein, et donc que vous affectez suivant les choix que veut faire la commune. Politique de l'eau également. Et puis ensuite, donc, vous retrouvez tout ce qui concerne l'environnement, l'énergie, et puis tous les sujets d'enseignement supérieur, de développement économique, d'emploi et d'innovation. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que on voit bien, ce sont les déplacements qui forcément prennent une bonne part du budget. Donc là, vous avez la structure des dépenses d'investissement. Voilà, et vous retrouvez donc les différentes masses qui constituent le budget, voilà, et avec notamment l'épargne nette. Voilà, vous dire qu'en 2019, l'évolution des dépenses de fonctionnement avait été plutôt maîtrisée, hein, qu'on avait là aussi une épargne nette conséquente et que les ressources propres, finalement, avaient permis de financer près de 80% des investissements et contenir le recours à l'emprunt. Et puis donc aujourd'hui, donc une situation plutôt saine avant évidemment cette année 2020. Également quelques éléments sur l'encours de la dette. Hein. Vous avez l'évolution au cours du mandat. Vous voyez qu'il y a eu une légère baisse et puis une reprise sur l'année 2019. Mais je vous ai parlé du montant conséquent des investissements et ceci explique cela.
Et puis là, vous retrouvez l'ensemble des dépenses pour 100 euros, mais ça rejoint les postes budgétaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour cette présentation donc, du rapport d'activité de Nantes Métropole. Merci Fabrice pour ce retour complet et synthétique en même temps. On voit évidemment les principales actions, mais la diversité aussi des actions de la métropole et de ses compétences. Avant de passer peut-être plus spécifiquement, et c'est Sandrine Gauvry, notre adjointe au service métropolitain, qui présentera le côté bien communal du côté communal mais métropolitain, notamment à travers la PPI aussi. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Fabrice avec le fameux budget qui est alloué à chaque commune pour pouvoir travailler sur ses propres projets. Est-ce que vous auriez des questions, des remarques ou des orientations par rapport à cette présentation de ce rapport 2019? Oui, je vois Muriel Douot. Merci. Bonsoir, Muriel Douot, élue du Souffle de l'Avenir. J'avais une petite question. Merci pour cette présentation, effectivement à la fois synthétique et aussi intéressante. Moi, j'avais une interrogation, parce que je fais écho avec notre commune, sur la présence des gens du voyage sur notre commune. Vous savez qu'on est largement impacté, et de manière lissée, on va dire, et non plus saisonnière. Moi, j'avais une question quand vous parlez de cohésion sociale et puis de changer le regard porté sur les gens du voyage. Et j'aurais souhaité connaître vos actions plus précisément, parce que j'aimerais bien qu'on s'en inspire au regard justement de l'image portée. Voilà. Quelles actions vous mettez concrètement derrière cette phrase? Merci. Je propose qu'on prenne d'autres questions et Fabrice y répond ensuite. Bruno. Merci Christelle. Bonjour à tous. Bienvenue Fabrice. Merci pour cette présentation. Moi, je voulais saluer, tu l'as expliqué brièvement, la volonté d'engager un nouveau pacte de gouvernance au niveau de Nantes Métropole et l'accès l'ouverture en direction des élus municipaux. Ça me semble important. C'était une attente forte, je pense, sur beaucoup de communes. Même s'il y avait un satisfecit sur la gouvernance de Nantes Métropole, j'ai vu que même certains élus d'opposition proches de nous, je pense au maire de Vertou, avaient félicité Johanna Roland pour la gouvernance qui s'était organisée à l'échelle du mandat précédent. Donc on peut dire que ça fonctionnait, et ça va fonctionner encore mieux et avec plus d'ouverture. Et ça, je crois qu'on peut s'en féliciter parce que ça correspondait à l'attente de beaucoup d'élus municipaux sur les 24 communes. Tu as dit, Fabrice, que tu avais eu, avant de venir ici, une réunion avec les acteurs économiques et qu'il était important d'innover et de soutenir plus que jamais les acteurs économiques. On peut partager, bien évidemment, cette volonté. Pour autant, tu as dit aussi la situation économique à l'échelle de nos départements et aussi à l'échelle de l'agglo est particulièrement inquiétante. Juste un élément d'information, il y a 40% des entreprises sur le département qui ont demandé un report de paiement de cotisation. Donc je crois que c'est assez significatif. Avec, sur certains secteurs, on est à 67% de demandes de report de paiement de cotisation. Je pense notamment au secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Ça situe la difficulté à laquelle nous sommes confrontés sur le plan économique et au niveau des entreprises. D'ailleurs, toutes les communes à l'échelle de l'agglo, la nôtre particulièrement, commencent à être sollicitées avec une certaine ampleur en termes d'aide sociale. Je crois que
notre collègue en charge de l'action sociale pourrait en témoigner. Donc les aides commencent à s'accumuler de manière très significative et je crois que ça révèle la situation dans laquelle on est. Et donc dans cette situation, on peut aussi rappeler sur autre chose, je pense notamment à la question des finances, les décisions politiques qui ont été prises en termes de suppression d'impositions locales, je pense notamment à la réforme et la suppression de la taxe locale d'habitation pour les résidences principales, la suppression des impôts économiques pour les établissements industriels, qui ont impacté de manière significative les indicateurs financiers des communes et des intercommunalités. Pour autant, le projet de loi de finances 2021 ne prévoit aucune mesure concernant la dotation d'intercommunalité. Alors, par rapport à ça, moi, j'ai une question, puisque ça a fait l'objet d'un large débat. De manière unilatérale, l'État et le gouvernement avaient imposé une contractualisation entre l'État et les collectivités locales, de manière à ce que les taux de croissance annuels des dépenses de fonctionnement soient fixés à un certain seuil, 1,2% me semble-t-il pour Nantes Métropole, ce qui pose quand même certaines difficultés dans le fonctionnement de la métropole, avec des charges qui sont toujours en augmentation, puisqu'il y a aussi une évolution démographique importante. Il faut répondre aux besoins de la population, alors que de l'autre côté, on nous demande de moins dépenser. Donc moi, je voudrais savoir s'il est envisagé, dans cette situation, d'interpeller l'État pour revoir ce contrat, avec cette contractualisation entre l'État et Nantes Métropole, ce contrat de stabilité donc, qui définit et impose une maîtrise des dépenses publiques. Donc je m'interroge et je pense qu'il serait nécessaire de rediscuter donc avec l'État, avec le gouvernement. Et donc ça c'était la première question que je souhaitais poser. Puis j'en ai une deuxième plus pratique qui concerne les déplacements à l'échelle de l'agglomération nantaise. Alors je note bien évidemment les efforts d'investissement qui ont été faits et qui ont été réalisés pour favoriser l'accès au transport public, il va de soi, mais pour autant, il reste toujours très compliqué de se déplacer sur l'agglomération nantaise. Le temps de transport pour les personnes qui utilisent leur véhicule, parce que pour certains, ils ne peuvent pas faire autrement, est évalué à 67 minutes. Et on voit bien qu'au fil du temps, ça s'est dégradé. Alors, je sais qu'à un moment donné, il y avait des discussions qui étaient engagées entre la métropole, la région, l'État, alors l'État dans un premier temps et la région, voire le département aussi, sur la question d'un nouveau franchissement de la Loire. Apparemment, on n'entend plus grand-chose sur le sujet, donc je voulais savoir où on en était. Et puis un dernier point, là c'est pas sous forme de question, mais c'est plus sous forme de réflexion et par rapport à la situation de crise sanitaire et la perspective de réalisation du futur CHU. Je pense qu'il serait important de revoir les perspectives et notamment en ce qui concerne le nombre de lits qui est envisagé et qui devrait se traduire par une réduction dans le projet, réduction aussi du nombre d'équivalents temps plein. Et on voit bien que, confronté à la situation de crise sanitaire, je pense que là aussi, ça fait partie des choses qu'il faudrait revoir. Merci Bruno. Oui, David ? Bonsoir, David Burneau. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'aurais voulu avoir un peu plus d'informations sur... Vous avez parlé en début d'intervention de l'enquête qui avait lieu auprès de nos concitoyens sur leur perspective suite au Covid, la crise du Covid. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu quelques éléments qui sont sortis de cette étude-là? Et d'autre part, est-ce qu'on pourrait, nous, avoir un conseiller municipal, avoir le document qui résume cette enquête? Merci. Tanguy.
Tanguy Kermorgan, groupe majoritaire, les Sorinières vertes et solidaires. Donc, merci pour cette présentation. Je tiens à saluer la gestion de Nantes Métropole et l'effort aussi de Nantes Métropole pour les transports en commun. Et je profite de ce bilan pour demander un certain nombre de choses qui, je pense, sont prises en compte déjà par la métropole. C'est les transports en commun, hein, comme l'a signalé Bruno. Donc nous sommes à la périphérie et nous sommes une des portes d'entrée de la métropole. Hein, les véhicules, les gens qui viennent de Vendée ou du sud de Loire-Atlantique passent par notre commune ou par l'autoroute. Donc je sais qu'il y a des plans d'investissement importants qui sont prévus, notamment au point de vue tramway sur l'île de Nantes et près du CHU. Et donc je voulais mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut pas oublier ces portes d'accès et les doter de transports en commun rapides et efficaces vers le centre-ville. Mais il faut aussi réfléchir à des circuits de transport en commun aussi circulaires entre les autres communes de la métropole. Alors Bruno a parlé d'un pont aussi qui est évoqué sur la Loire. Je pense qu'il y a tout un travail à faire entre Nantes Métropole, le département et puis la région Pays de la Loire à ce sujet. Donc je voulais mettre l'accent là-dessus. Voilà, si on veut un maximum de gens prennent les transports en commun, il faut réfléchir au parking relais aux entrées des portes de la métropole. Les Sorinières en font partie, mais il y a d'autres communes tout autour. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui est pris en compte déjà par Nantes Métropole, mais voilà, je voulais confirmation. Je pense que c'est bon, donc je te laisse répondre. Je répondrai sur la Convention citoyenne. Si je peux l'avancer, parce que ça évitera. Voilà, ça m'évitera de faire le nettoyage. Quelques éléments de réponse par rapport aux questions que vous avez posées. Donc sur le dossier de l'accueil des gens du voyage. Donc, je le rappelle, à la fois nous avons la compétence pour la création des aires. Également, dans les travaux du Plume, il y avait eu un chantier d'engagé pour des projets d'habitat plus sédentarisés, puisque c'est aussi un sujet qui, évidemment, existe dans de nombreuses communes. Et puis, le sujet des grands rassemblements, alors qui est un sujet qui n'est pas toujours facile à faire avancer, puisqu'il faut trouver des sites conséquents et adaptés sur ces périodes, notamment plus estivales. Après, sur la question du changement du regard, donc plusieurs points. Vous dire qu'il y a un gros travail de médiation sociale qui a réalisé au niveau de la gestion des aires d'accueil avec la mobilisation d'associations. Également qu'il y a eu tout un travail qui a été finalisé par un livret d'accueil pour l'installation dans les aires d'accueil des gens du voyage. Le travail aussi que nous avons engagé sur certains sujets liés à l'activité économique, pour essayer de mieux maîtriser et mieux d'organiser les choses. Voilà les différentes actions que nous entreprenons au-delà du fait de créer des aires, créer des espaces d'accueil. Sur le sujet du pacte de gouvernance, donc je l'ai dit, la relation avec les élus municipaux fait partie de l'ordre du jour. Et d'ailleurs, nous avons notamment commencé à proposer avec certains présidents des réunions thématiques à des maires ou à des adjoints pour partager les sujets d'actualité. Moi, j'en ai fait une il y a quelques jours sur l'économie. Bertrand Affilé, vice-président déplacement, sur les déplacements. Et puis, il y a aussi tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment, mais qui peut peut-être se démultiplier avec les conseils municipaux pour finalement partager plus les sujets, les politiques de Nantes Métropole. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus avec
la volonté de faire en sorte que dans ce pacte de gouvernance, voilà, ce sujet soit vraiment une partie prenante et à part entière du pacte de gouvernance. Donc, nous avons forcément bien ça en tête. Sur le sujet de la situation économique, donc ce qu'on est en train de regarder, nous, au niveau de Nantes Métropole, c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'aides de la part de l'État. Par exemple, le chômage partiel a été quand même une aide particulièrement conséquente. Je crois que la situation économique ne serait pas celle d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce sujet-là. Et après, on voit bien, il y a eu beaucoup d'aides, mais parfois qui sont des prêts, des reports, et ce qui fait que, évidemment, beaucoup d'entreprises sont inquiètes par rapport à cette situation-là. Donc nous, avec les acteurs économiques, on est en train de voir où est-ce qu'on peut agir pour essayer de voir où sont les trous dans la raquette et pour peut-être parfois apporter des aides directes et pas seulement que des reports ou voilà, des prêts, parce qu'on le voit bien, on a quand même, avec ce deuxième confinement, des situations notamment de trésorerie qui se dégradent très rapidement, et derrière avec... Vous l'imaginez bien, l'angoisse des conséquences sociales. Sur la situation sociale, vous dire aussi que la présidente de Nantes Métropole a interpellé l'État, puisque dans le plan de relance, le sujet de la lutte contre la pauvreté ne représente que 0,8%. Et donc, avec la volonté qu'il y ait plus de moyens sur ce sujet. Et puis vous dire aussi que nous sommes intervenus pour que le bloc communal soit mieux considéré dans ce plan de relance. Mon député m'a écrit hier pour me dire « Monsieur le maire, c'est formidable, il y a un plan de relance qui s'adresse aux collectivités, je vous le joins, je suis à votre disposition pour vous accompagner. J'ai lu les 27 pages. Il y a, je crois que les communes doivent être citées 2 fois. Voilà. Et on voit bien... l'État a plutôt fait le choix de soutenir la région. Alors, il y a des aides au département, il y a quelques aides à la métropole, mais plutôt dans le cadre du contrat de plan État-région qui est lié au plan de relance. Donc là aussi, Johanna Roland est intervenue avec d'autres présidents d'intercommunalités pour revendiquer une place au bloc communal beaucoup plus important dans ce plan de relance, parce que si j'ai bien tout lu, on va être aidé sur les sujets de rénovation énergétique. Voilà, sur les investissements qu'on va faire. Après, c'est plus compliqué pour voir concrètement où nous sommes aidés. Alors que, et on avait une réunion en préfecture il y a quelques jours où la secrétaire d'État, Jacqueline Gouraud, disait voilà, il y a 16 milliards sur la table, on les donne aux préfets. Les préfets, ils vont pouvoir travailler avec les collectivités pour ce plan de relance. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Sur la contractualisation, elle est stoppée pour 2021. Voilà, donc on verra après comment ça évolue, mais l'État a décidé de stopper ce sujet-là, puisque, je le disais, au niveau des recettes, c'est déjà un peu compliqué. Donc ça c'est forcément un sujet très direct. Sur les déplacements, alors franchissement de Loire, il y avait des études, on n'est toujours pas arrivé à la conclusion des études. Voilà, donc et c'est la région qui pilote, donc je ne sais pas à quel moment et si elle souhaitera remettre ce sujet à l'ordre du jour, notamment à l'approche d'un temps électoral. Sur cette question-là, on le voit bien aujourd'hui. Par rapport à ce qui a été dit par Tanguy, c'est comment effectivement on a un réseau beaucoup plus circulaire, puisque le réseau nantais, historiquement, s'est construit en étoile. Comment faire en sorte effectivement qu'on ait des parkings relais près de réseaux structurants. Donc à la fois, il y a des choses concrètes qui vont avancer. Par exemple, sur ma commune, on va réaliser un nouveau parking relais de 500 places dans le cadre de la connexion ligne 2 du tramway. Et vous dire aussi qu'il y avait un travail qui avait été fait avec l'État pour pouvoir expérimenter et même mettre en œuvre des espaces de transport en commun sur le périphérique. Voilà, donc ça, c'est aussi des éléments qui peuvent donner un caractère plus circulaire au réseau de transport en commun.
Donc ça fait partie de toute façon des éléments du plan de déplacement urbain, et donc ça fera partie, j'imagine, de prochains investissements au cours du mandat qui arrive. Sur la question du CHU, la présidente de Nantes Métropole, effectivement, a interpellé le ministre sur ce sujet en disant, au regard de la situation que nous connaissons, est-ce que l'hôpital est finalement bien dimensionné en termes de lits? Donc ça, c'est une question qui est posée. On n'a pas encore la réponse, mais en tout cas, elle a bien relayé cette inquiétude qui était portée par de nombreuses personnes. Je te laisse la parole sur la Convention. Hop. Merci. Bah oui, t'inquiète pas. Oui, sur la Convention citoyenne, le rapport est public, il est sur le site de Nantes Métropole. C'est le rapport donc d'enquête de TMO. Il a été présenté en conférence de presse juste avant le Conseil métropolitain, la veille du Conseil métropolitain, et il est public depuis. Et il va être présenté au maire et au comité de suivi lundi. Oui. Voilà. Muriel, oui. C'est pas une question, mais j'étais très surprise à la lecture, puis à vous écouter, qu'on n'aborde pas le sujet de la sécurité sur Nantes Métropole, qui rayonne sur les 24 communes, et c'est un vrai sujet prégnant, je dirais, à la fois à Nantes et sur ce rayonnement limitrophe de cette grande ville. Je ne demande pas forcément une réponse si vous pouvez faire rapide, parce que le sujet est très vaste, je m'en doute. Mais j'étais assez étonnée de ne pas voir ce volet-là. Alors peut-être que ça fait partie d'un autre, pas d'un annexe, j'espère, mais un autre volet. Merci. Alors, si ce n'est pas au cœur du rapport, c'est que la sécurité, c'est à la fois la compétence de l'État, la compétence des communes, et ce n'est pas une compétence en tant que telle de Nantes Métropole. Mais vous l'imaginez bien, cela fait partie des discussions au niveau des 24 maires. Et c'est pour ça que ces dernières années, il y a eu tout d'abord la création d'un centre de supervision urbain au niveau de la mise en place de vidéoprotection dans certaines communes. Donc, j'évoquais le schéma de coopération de mutualisation, c'était basé sur la volonté des communes. Donc, aujourd'hui, il y a 7 communes qui sont rentrées dans ce dispositif, mais la métropole en finance une partie. Donc, elle est bien partie prenante sur ces sujets de sécurité. Et puis, vous l'avez aussi vu, même si le déploiement prend du temps, on a souhaité créer une police métropolitaine des transports pour compléter les actions qui étaient engagées par les équipes de la CEMITAN, par évidemment les services de police nationale, parfois de police municipale. Donc, on a décidé de créer donc cette police métropolitaine des transports, donc une trentaine d'agents. Le recrutement prend un peu de temps avec à la fois la difficulté qu'on a parfois à recruter sur l'emploi des policiers municipaux, parce qu'il y a aujourd'hui un vivier qui n'est pas si important que ça, et puis également les différentes contraintes sanitaires qui ont retardé ces recrutements. Voilà, donc on s'en est quand même saisi, même si c'est pas au cœur des compétences, mais enfin, on siège à la conférence des maires, c'est un sujet qui est quand même régulièrement évoqué et qui évidemment est traité par l'ensemble des 24 maires. David ? Un autre sujet qui n'a pas été du tout évoqué dans le rapport, c'est le sujet de l'aéroport. Le 2019 a été une année un peu charnière autour de l'aéroport, donc je voudrais savoir quelle était la position de la métropole vis-à-vis de l'aéroport, de l'avancée du dossier de l'aéroport. Merci. On a plusieurs sujets.
tout d'abord la concession du nouveau délégataire, hein, puisqu'il y a cette procédure qui est enclenchée. On n'a pas sur ce sujet beaucoup d'informations, hein, puisque c'est une procédure pilotée par l'État dans le cadre d'un cahier des charges, et donc c'est l'État qui va décider. Bon, simplement, ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, le calendrier pour désigner un nouveau concessionnaire début 2021 était toujours d'actualité. Donc ça, c'est le premier point. Bon, à voir, hein, si ça sera concrètement ça, mais en tout cas, ce sont les infos que nous avons, et que pour l'instant l'État n'avait pas forcément revu son projet de réaménagement de l'aéroport, malgré le contexte que l'on connaît. Mais on était tanguy au réseau Ville-Aéroport il y a quelques semaines. Et bon, il y a quand même des perspectives, en tout cas à moyen terme, de reprise d'activité. Ensuite, il y a tout un travail aujourd'hui sur les questions de fonds de compensation, hein, et là, notamment sur les nuisances sonores. Et on voit bien que là, par rapport aux engagements qui avaient été pris avec des compensations qui devaient être exemplaires, nous n'y sommes pas encore. Hein, donc, il y a des réunions qui se sont tenues il y a quelques jours, voilà, pour exiger forcément un meilleur accompagnement des communes, mais surtout des habitants en proximité de l'aéroport. Également, donc, le sujet, hein, de faire en sorte qu'on stoppe les vols la nuit. Là aussi, on est en attente de décisions très concrètes, même si on a plutôt un accord des services de l'État et de la direction de l'aéroport. Sauf que là aussi, les mesures prennent du temps. Et puis également un travail sur les questions d'accessibilité, hein, donc avec la mise en place au niveau de Nord Métropole d'un groupe de pilotage spécifique sur ce sujet-là, en lien évidemment avec la région, hein, puisque vous savez qu'il y a aussi la question du ferroviaire pour la desserte de l'aéroport, donc la région est totalement partie prenante. Voilà donc les sujets que nous sommes en train de traiter, mais tu y participes, donc tu vas peut-être en dire quelques mots. Je veux juste compléter avec les ateliers du territoire qui ont été créés et qui ont démarré. Le premier a eu lieu il y a un mois, je pense, à Saint-Aignan, qui met en fait, qui permet de mettre en relation, animé par un AMO, tout ce qui va mettre en dialogue, on va dire, que ce soit les acteurs du territoire, les maires et les habitants, autour de cette question: habiter près de l'aéroport, travailler près de l'aéroport, habiter près du lac de Grandlieu et travailler à côté du lac de Grandlieu. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de mettre en tension l'aéroport et les habitants et la nature, avec notamment le lac de Grandlieu et son impact évidemment direct. Donc ça, c'est plutôt les maires concernés sont ceux évidemment qui sont au plus proches de cet aéroport, et donc c'est jusqu'aux Sorinières et avec toutes les communes autour de Grandlieu. Voilà. Et la métropole est partie prenante aussi, puisque Bertrand il y est, hein, la région et le département aussi. Est-ce qu'on peut laisser la parole du coup à Sandrine pour faire un focus là directement sur la partie communale? Il te faut un micro. Oui. Bonsoir. Donc effectivement, moi je vais vous faire un focus plutôt sur l'activité du pôle Loire-Sèvre-Vignoble, qui comprend les communes de Nantes-Sud, Rezé, Vertou, Saint-Sébastien-sur-Loire, Basse-Goulaine et les Sorinières, et compte donc 124 261 habitants.
En 2019, les dépenses liées à l'activité du pôle sont élevées en fonctionnement à 1 646 084 € et en termes d'investissement à 12 504 251 €. Parmi les activités, les principales opérations portées pour le compte de la commune des Sorinières, on va retrouver des actions liées à la voirie, à l'espace public, donc essentiellement les opérations qui s'intègrent dans le plan pluriannuel d'investissement. On y retrouve donc le schéma directeur d'accessibilité avec la mise aux normes d'accessibilité à l'occasion de tous les travaux d'aménagement de l'espace public. Parmi les travaux d'envergure, on a eu une intervention rue de la Poste pour 128 444 € qui comprenait l'effacement des réseaux, la création de 2 trottoirs aux normes PMR, la reprise de la voie sur plus de 400 mètres linéaires et également la réalisation d'un plateau au niveau du clos de la forêt. Dans les actions à hauteur de 10 715 €, ce qu'on appelle l'extension de zones apaisées, donc les zones à 30 à l'heure. Pour 16 925 €, des opérations diffuses, ça concernera tout ce qui est petite intervention de réfection de la voirie. Les aménagements de proximité, donc là à hauteur de 80 183 € mandatés en 2019, notamment au niveau de la rue des Écoles, pour la sécurisation des cheminements piétons avec la mise en place des ronds de couleur en traversée de voies, et également la réalisation d'une zone de rencontre, ainsi qu'une intervention au niveau de la rue de la Fernière pour la sécurisation des piétons. Les opérations encore importantes, 318 439 € d'opérations ERS mandatées en 2019. Il faut savoir que le pôle intervient également sur diverses actions administratives telles que les déclarations d'arrêté de voirie, les certificats d'alignement. Parmi les compétences du pôle, on retrouve l'entretien de l'éclairage public avec des opérations d'entretien sur la maintenance des points lumineux. Donc, parmi les opérations en 2019, on retrouve au niveau de la rue de la Poste l'effacement des réseaux Enedis et Orange. Donc, concernant le sujet de l'assainissement et des eaux usées, 37 720 € de dépenses d'investissement en eau usée en 2019, 75 contrôles de conformité, 3 branchements réalisés. Également une extension du réseau d'assainissement eau usée sur 44 mètres. Sur le sujet de l'habitat, de l'urbanisme et de l'environnement, le plan local d'urbanisme métropolitain a été approuvé en conseil métropolitain en avril 2019. Le pôle a participé au réseau ADS et a suivi des formations d'acculturation de ce nouveau document. Il a également contribué à accompagner la commune dans la mise en place de ce plan local d'urbanisme métropolitain. Au niveau du programme local de l'habitat, contribution à l'actualisation des fiches de 2019 et ainsi qu'à la préparation et au suivi des objectifs pour la période 2019-2025. Concernant les opérations d'aménagement, donc on retrouve la ZAC des Vignes avec, donc toujours 2019, la viabilisation de la tranche 2, la poursuite d'études de la tranche 4. Concernant la ZAC Cœur de Ville, viabilisation et pose de la première pierre sur l'îlot sud, ainsi que la délivrance du permis d'aménager du secteur de la Cassière. 374 logements neufs ont été autorisés. Il y a eu 184 déclarations d'intention d'aliéner instruites. Concernant les actions foncières, on compte 11 acquisitions, 1 cession et 4 classements de voies. Sur le sujet des forêts urbaines, il y a un travail de sécurisation du site avec Vertou. On parle du site de la Maillardière qui consiste entre autres à avoir mis en place des barrières pour éviter les dépôts sauvages. Ensuite, sur le sujet de l'environnement, donc la gestion des déchets, ce sont des chiffres non pas de 2019 mais de 2018, car les chiffres de 2019 ne sont pas encore disponibles. On compte 1627 tonnes d'ordures ménagères collectées et 245 tonnes de déchets secs triés.
sur le sujet du développement économique. Il y a un cabinet qui a été mentionné par la métropole, le cabinet Magnum, pour effectuer une étude urbaine Porte-Sud. Donc, il s'agit dans cette étude de reconfigurer l'entrée de ville nord des Sorinières, c'est-à-dire pour la partie accueil des nouveaux villages à proximité de la Petite Meilleraie, ainsi que la mise en place d'équipements publics et de logements. Le cabinet a organisé et animé différents ateliers de travail qui ont permis d'aboutir à un plan guide, une grosse centaine de pages. Concernant le parc d'activités Océane Sud, en 2019, ça a été la fin de commercialisation de ce parc avec la vente du dernier foncier d'1,4 hectare à l'entreprise d'emballage Fidel Fillot, qui a ainsi pu conforter son siège social sur la commune. Petit retour sur l'expérimentation de la navette desservant Océane Sud. En 2017-2018, la CEMITAN et les services de la métropole ont présenté auprès du ressort et à la commune les résultats de ce test d'une solution en fait, de mobilité qui permettait de relier l'arrêt du chronobus à Océane. Après 2 années d'expérience, il s'est avéré que la navette était peu fréquenté. Donc le service, il a été décidé en 2019 que le service n'était pas pérennisé. Ensuite, concernant l'aménagement de la Désirée, donc ce site fait l'objet d'un projet de nouveau parc d'activités en continuité d'Océane Sud, présenté au sein du Plume. Les services de la métropole, en collaboration avec la commune, engagent l'ensemble des études et acquisitions nécessaires à l'aménagement des terrains destinés à accueillir les nouvelles entreprises sur 10 hectares. Donc, concernant la ZAC Cœur de Ville, donc programme d'immobilier mixte de rez-de-chaussée commerciaux et de logements, l'enjeu économique réside dans l'implantation d'un commerce alimentaire de 800 mètres carrés. Aujourd'hui, un plan de découpage évolutif du rez-de-chaussée commercial est étudié avec le promoteur, le groupe GC. Enfin, parmi les actions que le pôle également met en place, il y a toute la partie échange avec les clubs d'entreprise, donc sur la commune des Sorinières avec le ressort. Donc, ces échanges consistent à répondre aux questions des entreprises, à leur apporter une veille économique, à leur apporter une actualité sur les différents projets urbains. En 2019, ils ont contribué à organiser la visite d'ailleurs du Nouveau Mine. Sur la partie toujours développement économique, il faut savoir que le pôle assure une relation de proximité avec les entreprises, mais il est également présent pour accompagner les porteurs de projets. Donc, en 2019, un projet d'implantation a été accompagné, 7 rendez-vous d'entreprises assurés et 8 contacts avec des porteurs de projets. On dénombre en mouvement d'entreprise 102 créations et 32 cessations. Et enfin, concernant le sujet des déplacements, je suis un peu redondante avec ce qui a été présenté ultérieurement, les plans de mobilité, donc je ne m'attarde pas sur l'expérimentation de la navette qui reliait Océane au C4, tout le déploiement de la ville à 30 km/h et les zones de rencontre devant les groupes scolaires, et également donc dans la continuité le schéma directeur d'accessibilité avec la mise aux normes de tous les travaux d'aménagement sur l'espace public. Merci Sandrine. Est-ce que vous avez des questions sur ces dossiers, sujets Tout est clair, Sandrine. C'est bon pour vous? Oui? Ok. Donc ce point-là, nous ne le votons pas. Hein. On prend acte de ces présentations. Merci Fabrice de ton passage ici. À demain. Bonne soirée à vous. Bonne fin de conseil. Merci à toi.